La parole est à Monsieur Nicolas Forissier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Madame la rapporteure, chers collègues, je voudrais ici, comme l'a dit tout à l'heure Charles de Courson, m'exprimer à titre personnel, avec la bienveillance des membres de mon groupe, pour dire un certain nombre de choses qui soit vont dans le même sens que ce qui a déjà été dit par de nombreux collègues des Républicains, soit sont légèrement différentes et répondent à des convictions profondes. Monsieur le ministre, d'abord, je voudrais vous dire que, si l'occasion m'en est donnée, j'ai voté votre texte en première lecture. Je vais le voter en deuxième lecture, parce que je pense qu'il va dans le bon sens, même si je tiens à le rappeler, et comme je l'avais dit en première lecture, je pense que ce texte manque de puissance, et notamment sur deux sujets majeurs, qui sont le sujet, on y reviendra certainement, du relèvement des seuils, notamment du seuil de 50 salariés, qui est le vrai sujet, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la réforme. Et deuxièmement, je vais vous le dire, parce que c'est très important, le sujet de la transmission des entreprises. Entre 700 000 et 1 million d'entreprises vont devoir changer de main dans les 10 ans qui viennent. Et je crois que la loi Pacte aurait pu aller beaucoup plus loin et aurait pu esquisser, y compris en le complétant lors de la loi de finances, une réforme beaucoup plus profonde et structurelle du régime des transmissions d'entreprises, au moins pour nous aligner sur nos voisins allemands qui, de ce point de vue, sont extrêmement avancés. Je voudrais, cela étant, souligner, je l'ai dit, qu'il y a des avancées et tout particulièrement, évidemment, intervenir sur la question de la privatisation d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des Jeux. Engie et la Française des Jeux, je n'y reviendrai pas, ça me paraît assez logique. Moi, je suis désolé de le dire, mais je ne vois pas pourquoi c'est l'État qui devrait gérer les jeux de grattage. Il y a toutes sortes de contrôles de la part de l'État dans son rôle de régulateur, mais ça n'est pas à l'État d'être propriétaire de ce type d'activité et de le gérer, je le dis comme je le pense. Deuxièmement, et c'est évidemment le sujet majeur, Aéroport de Paris. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Je vais d'ailleurs pas être trop long parce que notre collègue Charles de Courson a exactement dit ce que j'aurais souhaité dire. Il l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de précision. Mais néanmoins, je voudrais juste revenir sur 3 points. Et deuxièmement, rappeler ce qui me semble essentiel, y compris dans le cadre du débat, je ne vais pas dire idéologique, mais en tout cas de fond que nous avons pu avoir au cours de ces discussions générales d'hier soir et de ce matin. Et je pense notamment aux interventions de M. Mélenchon, à votre réponse, Monsieur le ministre, hier. Moi, je parlerai un peu de libéralisme, mais il faut aussi, au-delà de ces 3 remarques que je vais faire, revenir sur 2 principes. Quelles sont les remarques ? J'entends parler de monopole. Alors, ça a été dit par un certain nombre de nos collègues. Excusez-moi, Aéroport de Paris n'est pas en situation de monopole, pour 2 raisons. D'abord, et je le dis comme administrateur de l'aéroport Châteauroux, Marcel Dassault, qui espère se développer dans les années qui viennent. Aéroport de Paris est en concurrence avec Châteauroux, Marcel Dassault. Je devrais peut-être dire l'inverse. Et nous pourrions imaginer que cette concurrence, mais c'est pour cela que je le fais, pourrait se traduire en un partenariat, c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de dire au président d'Aéroports de Paris. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà une concurrence réelle, beaucoup plus complexe qu'on ne veut bien le rappeler, à l'intérieur de notre territoire national. Mais ce qui est surtout important, et je suis frappé, moi, dans ces débats, de voir à quel point on a des raisonnements hexagonaux, à quel point le débat public national se contente de regarder à l'intérieur de ses frontières, ne se sert des comparaisons internationales que quand ça l'arrange, mais ne raisonne jamais de façon globale. Nous sommes en concurrence, Aéroport de Paris est en concurrence avec tous les hubs d'Europe et du reste du monde, et en particulier du nord de l'Europe. Nous sommes directement, au-delà de Châteauroux, chers collègues, nous sommes directement en concurrence avec Londres, avec Bruxelles, avec Amsterdam, avec Francfort, et j'en passe. Et donc il faut arrêter de dire que nous donnerions une rente à un privé sur la base d'un monopole ce qui serait un acte tout à fait scandaleux. Ce n'est pas vrai. Et je vais même aller au-delà.
nous devons tenir compte de cette absence de monopole, de cette concurrence qui oblige Aéroports de Paris, quoi qu'il en soit, et devant l'évolution exponentielle, mes chers collègues, du trafic passager dans les 10 ou 15 ans qui viennent, qui va obliger Aéroports de Paris à être en compétition permanente et donc à investir pour rester la première plateforme mondiale ou l'une des premières. Et donc je veux vraiment redire qu'il y a là un problème de stratégie pour le pays qui dépasse largement les débats simili politiques ou idéologiques auxquels nous avons pu assister, permettez-moi de le dire avec conviction. Deuxième remarque, j'entends parler de Toulouse à longueur de débat. Nous entendons parler de Toulouse à longueur de débat. Et comme l'a très bien dit Charles-Amédée de Courson, personne ne parle de Lyon et de Nice, qui ont été privatisés en même temps que Toulouse. Alors, je veux quand même rappeler que la Cour des comptes a statué sur ces trois aéroports et a rappelé qu'au-delà des erreurs peut-être dans le cahier des charges et des turbulences qui sont celles connues par l'aéroport de Toulouse, l'aéroport de Lyon et l'aéroport de Nice fonctionnent très bien sous régime privé. Je rappelle d'ailleurs que c'est la droite qui a commencé à privatiser l'aéroport de Paris en cédant départ, que c'est la gauche, le Parti socialiste, qui a privatisé ces trois aéroports. Et je le redis, cessons de ne parler que de Toulouse, parce que les deux autres aéroports qui, dans le même temps, ont été privatisés, eux, fonctionnent très bien, ce qui montre, à contrario, que la privatisation peut être aussi une réussite. Troisième chose que je veux dire, je voudrais le rappeler au passage, 40% des aéroports d'Europe sont privatisés totalement ou de façon majoritaire. Cessons de dire qu'il n'y a pas d'autres exemples dans le monde que Aéroports de Paris. Ceci est faux. Quatrième remarque, enfin, que je veux rappeler, il est totalement faux de dire, mes chers collègues, je l'ai entendu encore il y a quelques instants, que l'on privatise une frontière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, privatiser une frontière? Quand l'État va garder l'essentiel des pouvoirs, la totalité, devrais-je dire, des pouvoirs de police, des frontières, de police, de contrôle, de police, de renseignement, de gendarmerie, des pistes, de gendarmerie et de police, de contrôle de tous les environnements. Nous le savons très bien. Il y a même, comme l'a rappelé Charles-Amédée de Courson, un renforcement des pouvoirs de contrôle de l'État dans cette privatisation. Nous ne privatisons pas des services publics, nous ne privatisons pas une frontière, il y a simplement un acte de gestion stratégique de la part de l'État, et je veux y revenir pour conclure en rappelant deux principes. Premièrement, le principe de la concurrence. Deuxièmement, un petit rappel sur la nécessité de maîtriser nos dépenses publiques. Le principe de la concurrence, il est fondamental dans la pensée libérale, et moi j'ose ce mot. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous n'étiez pas un libéral. Moi, je suis un libéral, au sens profond du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui défend un État fort dans son rôle régalien, qui concentre tous ses moyens sur ce rôle régalien et qui, parallèlement, est un État fort dans son rôle régulateur. C'est cela qu'il faut retenir dans le mot de libéralisme, et c'est important de le rappeler, y compris, je l'ai dit tout à l'heure, au regard des débats que nous avons pu avoir hier et ce matin sur les principes politiques qui doivent gouverner notre pays et qui animent notre débat public. Donc moi, je veux redire que cette question de la concurrence, qui est fondatrice de la démarche libérale dans le monde et dans l'histoire de l'économie, elle doit être rappelée ici même. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction aussi, Aéroports de Paris est en concurrence. Aéroports de Paris doit se battre dans ce contexte de concurrence pour préserver sa compétitivité, rester au premier rang des aéroports mondiaux, mais aussi des sociétés porteuses de services. Il ne faut jamais oublier qu'Aéroports de Paris est une entreprise qui exporte notamment son savoir-faire, son ingénierie dans le monde entier, et cela a été rappelé aussi tout à l'heure, qui prend des participations dans de nombreuses plateformes dans le monde. Donc moi, je veux dire que face à l'évolution colossale, encore une fois, du trafic aérien de passagers et donc de fret, que nous allons connaître dans les années qui viennent, Aéroports de Paris a besoin d'être agile. Et en termes de principe, cette privatisation de la partie, business, excusez-moi cette expression, gestion, et non pas évidemment de la partie régalienne, elle est nécessaire
pour le développement d'Aéroports de Paris. Aéroports de Paris va devoir investir de façon considérable. Et ce n'est pas l'État, mes chers collègues, qui le fera. Quand on est à 100 milliards, 107 milliards cette année, monsieur le ministre, de déficit budgétaire, quand on est à 100% de dette et qu'on a déjà tant d'obligations de faire des efforts pour réduire les dépenses publiques, eh bien, il faut que nous soyons capables de confier au privé son agilité. Deuxième principe, la dépense publique, j'en termine par là. Monsieur le ministre, c'est un débat de fond. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut rappeler certains principes libéraux. Je suis juste frappé, je veux terminer là-dessus, par le fait, et je le dis à mes collègues et amis, que quand nous avons l'occasion de réduire le périmètre d'intervention de l'État, c'est-à-dire de faire œuvre pragmatique, efficace et effective de réduction de la dépense publique, car cela passe par là, eh bien nous reculons. Parce qu'il y a une espèce de sentiment, oh là là, nous allons perdre une pépite, une rente pour l'occasion, qui pourrait nous permettre d'être juste un petit peu moins courageux quand il faudra vraiment réduire la dépense publique. Donc gardons cette rente, ça nous donne un peu de mou, un peu de marge de manœuvre. Eh bien, je pense que c'est grave. Et que pour une raison de principe, nous devons au contraire adopter cette privatisation. Je vous soutiens, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député.